Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre de ce webinaire dédié à la biologie médicale. Ce webinaire est co-organisé par Serge Peyer, dirigeant de SYLLAB Expert, Bruno Gauthier, qui est biologiste médical et actuellement directeur de la transition digitale chez Innovi, et donc présenté par moi-même, Jean-Philippe Méniel, en charge des projets santé au sein d'Isoft. Vous notez la présence d'une quatrième personne, c'est mon collègue Ézéchiel du département marketing, qui est ici en soutien, parce qu'il a l'habitude des webinaires et donc a l'habitude de manipuler l'outil. Donc il est là en support et il sera aussi en charge de récolter vos questions, si vous en avez, au fur et à mesure de l'exposé. Je vais lui laisser d'ailleurs la parole quelques secondes, il va vous expliquer comment écrire une question. Je t'en prie, Ézéchiel. Merci Jean-Philippe, bonjour à toutes et à tous. Donc c'est à droite de votre écran, vous avez un onglet questions et vous pouvez vous sentir libre de poser n'importe quelle question. On y répondra à la fin de la présentation de ce webinaire. Merci Ézéchiel. Bien écoutez, je vous propose de basculer sur la présentation. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Voilà. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien tous mon écran. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons vous exposer, vous présenter une analyse que nous avons réalisée il y a quelques mois. Et donc, nous allons vous montrer que les résultats obtenus pourraient contribuer à l'amélioration de la pertinence des prescriptions dans le cadre d'une pathologie bien précise, le diabète, et également augmenter votre activité. Donc, cette présentation va se dérouler en deux grandes étapes. Tout d'abord, nous allons vous présenter une série de diapositives. Et dans un deuxième temps, ça sera plus technique. Et donc là, je vous montrerai dans quelle interface, dans quel outil d'analyse ces résultats ont été générés. Excuse-moi Jean-Philippe, juste il y a Vincent Glaise qui dit que le son est très mauvais. Donc je sais pas si... Ah. Moi, Alors, excusez-moi. Je sais pas si moi je t'entends, mais... Ton micro est un tout petit peu plus bas que le nôtre, je confirme. Ah. Alors, je vais essayer de rapprocher et de parler à ce moment un peu plus fort. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, c'est beaucoup mieux. Et juste, t'es pas en plein écran, je sais pas si c'est normal sur le PPT. Oui, je vais repasser en plein écran. Voilà. Donc, je vais commencer par vous dire quelques mots à propos d'Isoft. Donc, nous sommes... T'es pas en plein écran, Jean-Philippe. Ah. Excusez-moi. Ah, pourtant, je suis en... attendez. Tu as pu partager la bonne fenêtre. Ah, ok. Ok. Alors, je vais arrêter le partage momentanément et je vais relancer tout ça. Excusez-moi. Hop. Nous en profitons pour dire bonjour à tout le monde. Et Alors, est-ce que ce coup-ci, c'est en plein écran? Toujours pas. Bon. Alors, je vais... Hop. Il doit y avoir une manip. Il faut que tu te mettes d'abord en plein écran et après tu fais le partage. D'accord. Alors. Je vais faire un truc simple, c'est que je vais partager l'écran entier. Voilà. Et je pense que ce coup-ci, ce sera beaucoup plus... Voilà. Et ici, maintenant, vous devez me voir en plein écran. Oui, c'est bon. C'est bon? Voilà. Donc, je vais commencer à dire quelques mots à propos d'Isoft. Donc, Isoft, nous sommes une société 100% française. Nous sommes éditeurs de logiciels et nous existons depuis 1990. Nous sommes pionniers dans le monde du machine learning. Et pour information, nous avons été à l'origine du premier projet d'intelligence artificielle qui a été financé par la Commission européenne.
Et aujourd'hui, nous proposons des solutions logicielles haute performance pour les projets d'analyse de traitement de données, c'est-à-dire les projets de data et data science par extension. Et nous avons une coloration particulière au sein d'Isoft, c'est que nous sommes spécialisés dans la lutte contre la fraude. J'y reviendrai dans la diapo suivante. Au sein de l'entreprise, nous avons mis en place une technologie informatique dite de rupture. Elle est qualificative parce que elle nous permet de travailler sur des jeux de données où on va trouver des milliards et des milliards d'enregistrements. Et on va pouvoir traiter ces données avec des performances de calcul sans équivalent. Donc aujourd'hui, quel que soit le volume, quelle que soit la complexité, quelle que soit l'hétérogénéité d'un jeu de données analysé, bien nous l'absorbons avec notre technologie et nous les analysons sur des infrastructures informatiques tout à fait raisonnables, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller forcément sur des systèmes de calcul partagés ou de cloud computing. Et donc cette technologie a donné naissance à une plateforme d'analyse qui trouve un certain succès auprès des directions métiers dans les différentes entreprises qui sont nos clients. Elle a du succès parce que elle permet à ces directions métiers de garder une maîtrise totale sur leurs projets data. Parce que le risque qui est assez fréquent, c'est que ces projets data, dès qu'il y a une certaine volumétrie, ces projets data sont transformés en projets informatiques et sont récupérés par les départements IT. Et donc, notre outil empêche ce transfert des projets. Donc, concrètement, nous sommes implantés dans différents secteurs d'activité. En fait, partout où il y a des problématiques de traitement et d'analyse de données hautement massives, hautement hétérogènes et complexes. Vous n'en êtes pas conscient, mais vous êtes utilisateur de nos solutions, je dirais quotidiennement, puisque nous avons mis en place une solution de détection et de gestion de la fraude à la transaction. Et cette solution, nous l'avons vendue à 9 des 10 premières banques françaises et au plus grand compte du CAC 40. Donc aujourd'hui, à chaque fois que vous faites une transaction, c'est-à-dire que quand vous mettez votre carte bleue dans un terminal de paiement ou vous faites une transaction sur Internet, il y a plus de 9 chances sur 10 que vous soyez analysé par notre solution. Et donc aujourd'hui, ce succès fait que nous sommes leaders en France, mais aussi en Europe, dans le domaine de lutte contre la fraude. Je fais une petite parenthèse, peut-être il y en aura parmi vous qui la semaine prochaine iront au salon Big Data. Eh bien, vous pourrez nous rencontrer, enfin moi ou mes collègues, puisque nous y aurons un stand. Et puis, moi, je vous invite à aller écouter les témoignages clients, comme nous en faisons tous les ans. Et cette année, c'est EDF qui va témoigner sur l'utilisation de notre outil. Et l'an dernier, c'était MarketPay, la banque de Carrefour. Et il y a 2 ans, c'était Orange. Voilà, j'en ai fini pour la présentation d'Isoft. Maintenant, je vais passer la parole à Serge, qui va vous présenter Syllab Expert. Bon, rapidement, donc Syllab Expert, c'est une société de conseil que j'ai créée il y a quelques années, en 2013, qui fait stratégie digitale pour les laboratoires de biologie médicale. Alors, on est concentré sur le laboratoire de biologie médicale, avec de la stratégie digitale, accompagnement des processus de changement de style, 1589, RGPD sur la partie informatique, site web, analyse de données de BI, production et explication de données de marché pour les fonds et dans le cadre de due deal de temps en temps, réponse à des questions. Et je suis aussi cofondateur de Syllab Innovation qui propose la solution PAD et les solutions PAD et Fast Covid que beaucoup de labos connaissent. Voilà, alors en fait, moi j'ai effectivement développé une solution qui était la solution décision pour, à l'époque, de DL Santé pour Audencio. Et j'ai bien ciblé grâce à ça les besoins des laboratoires de biologie médicale qui sont de pouvoir se connecter à différentes sources de données qui ne sont pas que le fil d'ailleurs, croiser ces données de toutes ces sources et surtout savoir travailler sur toute l'activité du laboratoire. Donc, moi, j'étais sur des technologies Power BI et
très rapidement, quand je me suis connecté à des laboratoires qui commençaient à avoir un peu beaucoup d'activité, dès que ça commençait à être au-dessus de 10 millions d'euros d'activité, Power BI, sur la partie, dès que j'attaquais la table des résultats de biologie, qui est la plus volumineuse, je me retrouvais effectivement avec des limites techniques dans les calculs, dans la capacité de me rendre des résultats et de faire des analyses de données très complexes, qui étaient absolument nulles. J'étais rarement sur plus d'une année d'activité, et c'est pour ça que en permanence, je cherchais d'autres solutions, je regardais ce qui se faisait sur le marché. J'ai croisé eSoft à un moment donné, et on a commencé à discuter. Donc on s'est rencontrés à une réunion Médicène en 2018, et on a très vite discuté parce qu'ils m'ont dit on avait déjà de l'expérience dans le milieu de la santé, puisque effectivement initialement, tout au début, je crois même qu'ils ont beaucoup travaillé dans le milieu de la santé. Et j'ai appelé Bruno Gauthier, avec qui, sur l'innovation, je travaille de temps en temps, qui avait la matière noire qu'il me fallait, qui est les données, puisqu'il fallait avoir des données pour pouvoir faire un POC. Et donc, on a décidé tous ensemble à 3 de faire un proof of concept qui a donné l'objectif, qui a fait l'objet ensuite de l'écriture d'un premier livret blanc à l'été 2019. Et puis ensuite, on a travaillé sur essayer de voir sur le VIH ce qu'on pouvait en tirer, sur le diabète. Et effectivement, on a commencé à faire des travaux sur le diabète. Et puis il y a eu le Covid qui est passé par là, où on a tous été occupés à d'autres choses. Et donc finalement, sur le diabète, on a quand même avancé pendant toute cette période, et on a sorti quelque chose qui nous paraît intéressant à présenter pour montrer l'important, c'est ce qu'on peut gagner avec de l'analyse, et vous allez voir que le retour sur investissement qu'on peut avoir est assez intéressant. Voilà, je te laisse la parole. Ok, merci. Donc, comme Serge vous l'a dit, donc on a travaillé, donc Bruno Gauthier nous a mis à disposition la base de données du laboratoire Bio86. Alors bien sûr, la première étape, ça a été d'anonymiser cette base. Nous avons regardé un petit peu quelle était la matière que nous avions à disposition. Et donc, en fait, nous disposions de tous les examens, tous les relevés d'examen à partir de 2012. Alors, partiellement, puisque la solution informatique avait été mise en place en 2012, jusqu'en novembre 2018. Donc, après, concrètement, on a enlevé cette petite partie de 2012 pour ne s'intéresser qu'aux données à partir de 2013 jusqu'en novembre 2018. Et concrètement, on s'est intéressé surtout à 4 tables de la base de données Postgres. Déjà, la table des dossiers anonymisés des patients, qui représente une table d'environ 18 millions de lignes sur 56 champs. La table de codification des analyses réalisées au laboratoire. Donc là, c'est une table tout à fait raisonnable de 15 000 lignes. Puis, on a utilisé la table qui contient les codes des analyses réalisées dans chaque dossier patient. Donc là, c'est vraiment une grosse table qui fait 782 millions de lignes sur 7 champs. Et enfin, bien sûr, donc la table des résultats, des analyses réalisées pour chaque patient. Et donc là, c'est une table aussi de taille assez conséquente, puisqu'on est presque à 550 millions de lignes. Donc, partant de ces données-là, on avait quand même un bon espoir de trouver des données suffisantes pour pouvoir faire une analyse sur le diabète, et surtout une analyse robuste. Et donc, au début de cette étude, on s'est posé plusieurs questions. Déjà, on s'est posé la question, est-ce qu'on serait en mesure d'établir un profil pathologique des patients diabétiques ? Deuxième question, est-ce qu'on sera en mesure de reconstruire un historique de prescription du patient, quel que soit le médecin qui l'ait vu au cours de cette période? Est-ce qu'on pouvait établir des profils de prescription en fonction de la spécialité du praticien? Est-ce qu'on pouvait aussi voir des profils de prescription par groupe de patients? Mais aussi, est-ce qu'il y a des profils vraiment de prescription qui sont spécifiques aux médecins? Il y a eu une interrogation aussi quant au respect des recommandations de la Haute Autorité de Santé dans le cadre du diabète. Et
dès le début, on s'est dit que ceci pourrait nous faire, enfin, le respect ou non de ces recommandations pourrait nous faire aboutir à une notion de score de prescription. Et enfin, donc, on s'est posé aussi la question, c'est est-ce que les résultats qu'on allait voir allaient avoir un impact financier. Donc, on va voir tous ces points, toutes ces questions les unes après les autres, et on va vous montrer les réponses que l'on a obtenues. Juste pour rappel, dans le cadre d'un suivi de patients diabétiques, la Haute Autorité de Santé recommande de pratiquer donc chaque année les 6 analyses suivantes. Donc glycémie, HbA1c, créatinémie, cholestérolémie, triglycéridémie et microalbuminurie. Il y a, à part pour l'HbA1c pour laquelle il faut faire 4 examens par an, pour les autres, un examen suffit. Voilà, maintenant on a refixé les choses. Et donc on va commencer à s'intéresser aux questions. Et déjà, est-ce qu'il existe différents profils de patients diabétiques? Alors, quand on a attaqué la base, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de champ qui indiquait le contexte clinique, qui indiquait un contexte clinique en lien avec les analyses qui étaient prescrites. Donc, en fait, il a fallu qu'on se débrouille pour arriver à déterminer des groupes chez les patients diabétiques. Et donc, on s'est fixé, on a décidé d'utiliser deux examens, HbA1c et la glycémie. On a fixé des seuils pour chacun de ces examens, donc les seuils de 6 et de 7 pour HbA1c, 1,2 g par litre et 1,5 g par litre pour la glycémie. Et on a regardé les résultats de chacun des patients, et en fonction des seuils que les patients passaient pour chacune de ces analyses, et aussi en fonction du nombre d'examens qui étaient réalisés chaque année, on a déterminé les 5 groupes que vous voyez ici. Donc ça va du diabète vraiment avéré, qu'on appelait diabète plus, jusqu'à touristes, on va dire des patients qui font des dosages, enfin des analyses très ponctuellement, et donc on a appelé les touristes ou les diabètes non suivis. Et donc, vous voyez en dessous, j'ai une petite table qui montre un exemple des valeurs, enfin d'une synthèse des valeurs pour un patient, ici le patient 307, et on voit par exemple pour HbA1c, donc sur la période 2013-2018, il y a eu 20 analyses, pour une moyenne donc de 8,79, une valeur minimum de 8, une valeur maximum de 9,60. Et pour la glycémie, il y a eu 10 mesures entre 2013 et 2018. Vous avez bien sûr le détail dans la deuxième partie du tableau. Et donc pour la glycémie, donc une valeur minimum de 1,78 g par litre et un maximum de 2,41. Donc là, il n'y a pas de doute, ce patient, nous l'avons classé dans le groupe diabète plus. Donc ça a été vraiment en interrogeant comme ça les différents patients sur les valeurs obtenues à leurs analyses qu'on a réussi à stratifier. Et c'est vrai que la stratification aurait pu être facilitée avec l'existence d'un champ qui indiquait le contexte clinique. Pour donner quelques données descriptives sur les données, donc, on se retrouve avec un potentiel de presque 450 000 patients à analyser. Ces 450 000 patients se répartissent selon les groupes qui sont spécifiés dans ce graphique et dans la table. Donc, on voit qu'il y a une surreprésentation du groupe dépistage, ce qui est normal et quelque part rassurant. Tous ceux qui sont dépistés, tous les patients qui sont dépistés ne basculent pas en diabète. Mais on a quand même des effectifs tout à fait sympathiques pour les groupes diabète plus et diabète suivi, par exemple. Pour ce qui est des médecins, on a utilisé, on a utilisé 930 médecins pour l'analyse. Là aussi, on a un peu un biais par rapport aux spécialités, puisque les généralistes constitue le groupe le plus représenté. Donc là, vous voyez, j'ai une échelle log pour ce graphique, parce que pour les généralistes, j'ai 626 praticiens, alors qu'on tombe à moins de 100 pour tous les autres groupes, toutes les autres spécialités. Donc, on va commencer maintenant avec
les questions intéressantes, et notamment la possibilité de reconstruire un historique de prescription du patient, quel que soit le médecin. Alors oui, effectivement, vous avez un exemple de parcours d'un patient, ici le patient 3731, et donc en interrogeant la base, on arrive à déterminer le nombre d'examens qui ont été réalisés, et donc au fil du temps, on peut voir un petit peu comment a évolué son parcours. La dernière colonne indique le nombre de médecins qui ont été vus par ce patient et qui sont intervenus dans la prescription de ces examens. Donc ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir comment chaque médecin est intervenu. Donc on va un peu plus loin dans le niveau de détail et on crée cette table. Et donc là, on voit effectivement les identifiants des deux médecins. On voit qu'il y a un endocrinologue et un généraliste, et on voit les prescriptions de chacun de ces praticiens au fil des années pour ce patient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit par exemple que les premières prescriptions ont été faites par le généraliste en 2013, et à partir de 2014, il y a intervention d'un endocrinologue en plus. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la bonne coopération, enfin la bonne communication entre ces deux praticiens, puisque si on prend l'exemple de l'HbA1c, eh bien on voit que ce patient bénéficie des 4 HbA1c recommandés par la HAS à partir de 2014, et que ces prescriptions ont été réparties vraiment entre les deux praticiens. Donc c'est un événement qui était suffisamment rare dans la base pour que je le souligne ici. Ensuite, on s'est intéressé au profil de prescription en fonction de la spécialité des praticiens. Donc pour ça, on a regardé, on a segmenté donc les praticiens par spécialité, et on a regardé la totalité de chacun des praticiens, la totalité des prescriptions de chacun des praticiens, et dans ces prescriptions, les proportions de chacune des analyses recommandées. Et donc, ça donne ce type de graphique, une fois qu'on fait la synthèse de tous les praticiens par spécialité. Et donc, je vous rappelle, on doit avoir 4 HbA1c prescrits par an, et un examen des autres examens, une autre mesure des autres analyses recommandées. Et donc, en fait, on doit obtenir, vous voyez, un ratio 4:1 entre HbA1c et les autres analyses. Et donc là, c'est matérialisé par ces deux lignes en rouge. Là, on voit que ce ratio est à peu près respecté, puisque donc l'HbA1c, les niveaux de prescription de l'HbA1c se trouvent quasiment à 100, et les autres examens autour de la ligne de 25. Alors on constate quand même qu'il y a une légère sous-prescription de la glycémie et de la microalbuminurie, et une légère surprescription de la créatinémie, de la cholestérolémie et de la triglycéridémie. Mais honnêtement, je dirais que ce profil, il est plutôt pas mal. C'est les endocrinologues finalement qui vont respecter le plus les recommandations de la HAS, parce que quand on regarde par exemple les généralistes, là on s'aperçoit que le ratio 4:1 n'est pas du tout respecté. On a une sous-prescription de l'HbA1c et une sous-prescription de la microalbuminurie. Et après, on a des prescriptions complètement aléatoires pour les autres examens. Quand on voit comment se répartissent les box plots, ça veut dire que il y a des médecins, par exemple, à la glycémie, qui la prescrivent énormément, et d'autres qui la prescrivent pas du tout. Voilà. C'est le même cas chez les cardiologues, où là, on voit que, encore une fois, que le ratio 4:1 n'est pas respecté. Il y a une quasi-absence de la prescription de microalbuminurie et une prescription aléatoire de tous les autres examens. Donc, quand on regarde ces profils côte à côte, on voit effectivement qu'il y a des profils de prescription qui varient en fonction de la spécialité. Et ce que j'ai trouvé assez étonnant, c'est que finalement, là je vous montre l'année 2015 pour ces 3 spécialités, mais j'aurais pu vous montrer n'importe quelle année entre 2013 et 2018, on aurait retrouvé à peu de choses près les mêmes profils. Donc il y a vraiment une constance dans les prescriptions par spécialité.
Ensuite, une autre des questions, c'était est-ce qu'il y a un profil de prescription par groupe de patients? Donc là, bon, c'est toujours les mêmes graphiques, le même type de graphique, mais on va s'intéresser simplement aux généralistes et on va regarder ces prescriptions que font les généralistes dans les différents groupes de patients diabétiques. Diabète plus, diabète suivi, prédiabète stabilisé et dépistage. Là aussi, donc j'ai montré 2015, mais j'aurais pu montrer n'importe quelle année. Entre 2013 et 2018, les profils sont exactement les mêmes. Et donc, il y a les mêmes différences entre les groupes de patients. Ces profils sont différents entre les groupes, mais ils ont un point commun, c'est-à-dire que la microalbuminurie est l'examen qui est le plus souvent négligé. Donc, on le voit là dans les cadres rouges, on voit que c'est l'examen qui manque le plus souvent. Et les box plots que l'on voit montrent qu'on a une forte dispersion des données, et donc cela signifie que les prescriptions des analyses recommandées varient fortement entre les praticiens. C'est donc là qu'il y a une nouvelle question qui est intéressante, c'est un nouveau point qui est important à regarder, c'est le profil par praticien. Et donc, on a développé une série d'outils, enfin, on a mis en place une série d'indicateurs qu'on représente ici dans ce premier écran. Et par exemple, pour le cas du praticien 648, on commence par avoir une fiche descriptive de ce praticien. Ça va nous renseigner sur sa spécialité, donc là c'est un généraliste, combien il voit de patients diabétiques, donc des patients distincts. Cela représente combien de dossiers, et vous avez aussi le nombre moyen, le nombre minimum et le nombre maximum de dossiers par patient que cela représente. Après, il y a un petit graphique qui permet donc de voir quelle est la population la plus fréquemment vue par ce praticien. Donc là, on retrouve bien sûr le dépistage, ce qui est normal, mais il y a quand même un effectif qui est tout à fait intéressant pour les groupes diabète plus et diabète suivi. Et enfin, donc, vous avez une table qui vous indique l'effectif des patients dans chaque groupe qui sont suivis par ce praticien. Donc, on va poursuivre ce profiling de médecins par un calcul du pourcentage des analyses non prescrites. Et ce calcul va être fait en comparant le nombre des analyses effectivement réalisées par rapport à des valeurs théoriques de nombre d'analyses qui auraient dû être pratiquées si les recommandations avaient été suivies à la lettre. Et donc, on obtient ce type de courbe. Donc là, vous avez donc 6 courbes de couleurs différentes. Chaque courbe et chaque couleur représente une analyse. Et vous avez en ordonnée, vous avez en abscisse les années et en ordonnée le pourcentage d'analyses manquantes. C'est-à-dire plus on va vers 1, plus il y a de chances que ces analyses soient manquantes dans un fort pourcentage des prescriptions effectuées par rapport aux normes théoriques de prescription qui auraient dû être faites si les recommandations avaient été respectées. Et si vous êtes à 0, si les courbes sont proches de 0, c'est que là, les prescriptions d'analyse sont conformes aux recommandations. Donc, quand on regarde ces courbes au niveau de 3 groupes de patients diabétiques, on voit clairement qu'il y a une sous-prescription de la microalbuminurie dans les 3 groupes, avec une amélioration quand même dans le groupe diabète plus entre 2013 et 2018. Là, on voit quand même qu'il y a une inflexion. On constate aussi que l'HbA1c, finalement, est l'examen qui est sous-prescrit par rapport aux recommandations de la HAS. On poursuit encore une étape dans le profiling avec l'établissement d'un score de prescription. Et ce score, en fait, ça va être un nombre d'analyses manquantes divisé par un nombre théorique d'analyses, que l'on va multiplier par 100, et donc ça va nous donner le pourcentage d'écart par rapport aux recommandations. Et ce pourcentage d'écart, par la formule qui est indiquée en dessous, va être transformé en un score sur 10. Et donc, on va établir un score global du praticien, donc qui va refléter sa performance de prescription générale, mais aussi on va faire un score par analyse et par année pour chacun des praticiens. Et donc on obtient ce type de graphique, là, avec des couleurs, où en abscisse, vous avez toujours les années,
en ordonnée, sur ce premier graphique, vous avez les examens et au-dessus, le score global. Donc vous avez un code couleur qui va du rouge, donc un score de 0, vers le vert, un score de 10, et donc vous avez tous les dégradés, et donc ça indique la performance du médecin, soit dans sa globalité, soit analyse par analyse. Et là, donc, on voit clairement que ce praticien était un très mauvais prescripteur de la microalbuminurie, puisque on est à 0 en 2013, mais avec une amélioration en 2018. Et pareil pour HbA1c, on voit que finalement, ces performances de prescription sont assez moyennes, puisqu'on est plutôt entre des valeurs de 4 et de 6. On peut après aussi positionner ce praticien par rapport à ses confrères de la même spécialité, en regardant les courbes de distribution des scores qui sont ici, à droite. Donc en haut, vous avez la distribution des scores globaux. Et donc on voit ici en orange, dans l'histogramme orange, la position du praticien que l'on est en train d'observer, mais on voit finalement qu'il a un score qui est bien meilleur que la plupart de ses confrères dans la même spécialité. Et c'est aussi intéressant de voir, si on regarde la distribution des scores analyse par analyse, que même si ce praticien a un score moyen, ben finalement, c'est quand même un score qui est meilleur que la plupart de ses confrères dans la même spécialité. Donc voilà, donc ce graphique permet d'avoir une vue générale du suivi ou non des recommandations pour chacune des analyses. Ça permet de voir les évolutions éventuelles au fil des années, et aussi de cibler directement les points d'amélioration qui sont possibles dans les prescriptions du praticien. Voilà. Donc, toute cette étude a permis de tirer certains constats. Et le premier, c'est que finalement, les recommandations de la HAS, dans le cadre du diabète, sont peu ou mal suivies. On a constaté aussi qu'il y avait des habitudes de prescription des praticiens qui étaient à faire évoluer, et qu'il serait peut-être pertinent d'atteindre une homogénéisation entre les différentes spécialités. Et enfin, le dernier point aussi qui est important, dernier constat, c'est qu'il y a un potentiel d'amélioration du suivi des patients via une meilleure synthèse des examens effectués ou non effectués. Alors ici, on a vu dans le cadre du diabète, mais bien sûr, ceci est applicable à n'importe quelle pathologie. Alors tous ces constats, forcément, ils ont un impact, et notamment un impact financier. Et quand on fait le bilan du nombre total d'analyses manquantes par examen, par analyse et par groupe, et quand on transforme tout ça en valeur financière, on s'aperçoit qu'on a peut-être au-dessus des valeurs de l'ordre de quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers d'euros. Et quand on additionne, on s'aperçoit que cela crée un manque à gagner d'un peu moins de 1 700 000 € sur la période 2013-2018, ce qui représente une perte, un manque à gagner d'un peu moins de 280 000 € par an. Et au niveau du laboratoire Bio86, cela représente 1% du chiffre d'affaires et 80 000 € de bénéfices nets qui sont perdus. Et ce qui est intéressant après, c'est d'essayer de trouver les origines de ces pertes, et on peut déjà commencer à se poser la question, quelle est la spécialité de médecin qui est à l'origine de la plus grande part de ce manque à gagner. Et bon, je dirais, c'est pas très surprenant, mais la plus grosse part est imputable aux généralistes, puisqu'on voit que sur la période 2013-2018, ils sont responsables, entre guillemets, de 1 200 000 € de manque à gagner, ce qui représente un peu moins de 210 000 € par an. Là, sur cette diapo, je vais faire un peu un bilan général sur cette étude. Alors, c'est plus technique. Donc, dans la base qui avait été mise à disposition, donc il y avait énormément d'informations, énormément de données qui sont tout à fait exploitables, mais il y a quand même quelques défis, et notamment, ça a commencé, comme je vous l'ai expliqué au début, avec l'identification des patients. Et en plus, comme c'est un système qui avait évolué au fil du temps, la codification des champs relatifs à HbA1c avait évolué, donc il a fallu vraiment identifier toutes les codifications possibles. Et il y avait même un degré de complexité supplémentaire avec la glycémie, puisque la codification était sur plusieurs champs.
Donc là si un champ indiquant le contexte clinique aurait été une bonne aide pour arriver à stratifier les patients. À côté de ça, il y a quand même eu un gros travail de nettoyage et de filtrage, puisque bon, dans cette base, en fait, ce sont les comptes rendus qui sont stockés tels quels. Donc c'est pas une base qui est prête tout de suite pour faire de l'analyse. Donc comme ces comptes rendus sont stockés tels quels, il y avait énormément d'enregistrements que je qualifie de non informatifs et qu'il a fallu éliminer. Ensuite, il a fallu vraiment garder que les enregistrements reliés à une valeur numérique et que cette valeur numérique soit reliée à un résultat d'analyse. Une fois qu'on a fait ça, il fallait aussi identifier les valeurs aberrantes ou les valeurs absentes, parce que ça arrive. On a fait aussi en sorte de ne garder que les dossiers relatifs à une situation de diabète, donc on a été rigoureux là-dessus. On a mis un degré supplémentaire dans la sélection en ne retenant que les dossiers qui contenaient des analyses qui s'inscrivaient dans un suivi biannuel pendant au moins 2 ans. Et on a retenu dans cette analyse que les médecins qui avaient vu au moins 100 dossiers issus de patients distincts. Voilà. Donc là, je vais faire un peu de teasing pour un prochain webinar qui se déroulera le jeudi 14 octobre. Donc aujourd'hui, dans ce qu'on a vu, c'est ce qu'il est possible de faire immédiatement avec les données qui sont contenues dans vos bases respectives. Et l'objet du webinaire du 14 octobre, c'est peut-être un petit peu de discuter d'avenir et de voir ce que l'on peut faire avec des approches machine learning sur des données complètes au niveau des examens, au niveau des informations qui sont relatives à un patient et à sa pathologie. Alors, voilà. soyons clairs, le webinaire n'est pas complètement fini, loin de là, parce qu'en fait, derrière, il va y avoir quand même une démonstration de l'outil avec les données, et donc surtout rester en ligne, parce que pour moi, personnellement, c'est l'une des parties les plus intéressantes, je trouve. Mais effectivement, il y a cette deuxième partie du webinaire qui ira encore un peu plus loin avec une partie machine learning sur des données un peu plus, en fait, qui sont sur les données du CDC. On laisse la parole à Bruno. Alors, oui, et juste, je vais afficher là. Voilà, si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter à ces 2 adresses. Et Bruno, je te laisse la parole pour donner ton avis, ton regard de biologiste. Et pendant ce temps, Jean-Philippe, tu switches sur l'outil. Ok. Oui, bonjour à tous. Déjà, un premier constat. Hein, certes, il manquait des champs, il a fallu nettoyer la base de données, mais on a déjà pu tirer un certain nombre d'informations qui, pour moi, sont extrêmement importantes, hein, notamment en termes d'amélioration des pratiques. Hein. On a bien vu que les médecins généralistes ne respectaient pas complètement les règles de l'HAS. Alors, c'est pour diverses raisons, hein, mais celle qui est la plus connue, hein, c'est le fait que c'est très compliqué. À l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment d'outils qui intègrent toutes ces recommandations et qui fonctionnent en mode push pour les généralistes en leur disant attention, tel patient, il faut que tu fasses ta microalbuminurie. Donc ça, c'est vraiment un point important et je pense qu'on peut faire énormément de retours et derrière améliorer fortement les pratiques professionnelles. Autre point, là, moi, qui me surprend, non, qui confirme ce qu'on savait, mais qui peut être là aussi un excellent outil d'amélioration, là, pour le coup, pas des pratiques professionnelles, mais du parcours de soins des patients. Je reprends l'exemple de la microalbuminurie. On a bien vu qu'elle était très sous-prescrite. Et il faut mettre ça en... Alors, à quoi sert la microalbuminurie? Elle sert à dépister un début d'insuffisance rénale. Et on sait que quasiment 30% des patients qui sont insuffisants rénaux sont des diabétiques, sont des anciens diabétiques.
Et c'est à rapprocher d'un autre chiffre, qui est que 40% des insuffisants rénaux sont dépistés aux urgences au stade terminal. Donc, en termes de parcours de soins, de prise en charge de patients et de prévention, là, simplement sur ces quelques données, parce qu'on s'est quand même attaché qu'à 6 paramètres et à une pathologie, on voit qu'on pourrait très fortement améliorer le parcours de soins. Donc là, pour moi, je suis je suis convaincu. Bon, je l'étais avant, hein, mais là, je le suis encore plus. Et ce qui est très intéressant, c'est vraiment ça va pouvoir nous donner des outils et des éléments factuels pour retourner vers nos prescripteurs. Alors, je n'occulte pas le travail d'Isoft, hein, qui a été quand même extrêmement important au niveau du nettoyage de la base de données. D'ailleurs, pour ce nettoyage, il y a eu une collaboration étroite entre Isoft et moi-même, parce que c'est vrai que il y a beaucoup d'évolutions dans les catalogues d'examen des laboratoires. Et ce qu'il faut bien comprendre là, c'est qu'on s'est intéressé qu'à un seul catalogue. Imaginez ça à l'échelle d'un groupe de laboratoires. Le travail de nettoyage sera assez colossal. Donc c'est là où on va avoir également un énorme intérêt avec ce qui est en train de se mettre en place. Alors bon, je fais une petite digression sur le Ségur du numérique, mais on va imposer la mise en place d'une nomenclature pivot au sein des laboratoires qui s'appelle la codification LOINC, et ça va nous permettre d'améliorer grandement l'exploitation de ces données, parce qu'on aura, même si on a plusieurs dans les catalogues locaux, même si on a plusieurs codes d'analyse, on pourra le rattacher au code LOINC, donc là, ce qui facilitera fortement l'exploitation des données. Autre point également, on va pouvoir également récupérer un certain nombre d'informations cliniques qui nous manquaient jusqu'à présent grâce à la consultation du DMP. Donc, on savait qu'on avait pas mal de données à exploiter. On savait que c'était pas si simple que ça à exploiter parce que derrière, il y avait un grand nettoyage. Mais je pense que demain, on pourra beaucoup plus facilement utiliser ce type d'outils par là même améliorer fortement la prise en charge des patients et la prévention. Ça rejoint d'ailleurs, je me permets de dire que ça rejoint d'ailleurs une question de Michel Sala qui nous dit: qui vous dit que le praticien est exclusif avec le labo? Les tests manquants ont été peut-être réalisés par un autre labo. Alors en fait, Bio86 c'est un peu particulier. C'est bien ça, Bruno? Oui, c'est vrai. Il faut bien comprendre qu'on est, on est monopolistique sur le département. Donc c'est pour ça qu'on a pu réaliser cette étude assez facilement. C'est sûr que on aurait été plusieurs laboratoires de différents groupes. L'étude n'avait aucun intérêt, on est entièrement d'accord. Et ce qui veut bien dire qu'effectivement, il faudra à un moment donné pouvoir aller, pour faire ce genre d'approche, il faudra à un moment donné pouvoir aller consulter le DMP pour avoir le périmètre total des données et effectivement être certain qu'on est sur des vrais trous et pas des trous, voilà, et pas des trous qui font effectivement que le patient est allé voir un autre labo. Ok, il y a encore, alors il y a une petite question effectivement, Bruno, celle-là est pour toi. Quid du consentement patient RGPD au traitement de ces données même anonymisées? Alors, à partir du moment où c'est anonymisé, de toute façon, il n'y a pas besoin de consentement. Au moment du prélèvement, en tout cas, il y a une information qui est faite au patient au moment du prélèvement, lui indiquant que ces données peuvent être utilisées dans le cadre d'études scientifiques. C'est ce que tu avais mis en place depuis un peu longtemps Oui. dans le labo. Voilà. Mais par contre, alors soyons clairs, là effectivement c'est une étude, et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir tout ça qui était rempli.
Mais il faut être clair que quand vous analysez les données d'un patient rétrospectivement sur votre base de données, voire même que vous allez aller avec son consentement sur son DMP, vous avez totalement le droit de faire de l'analyse de données sur ces données, sur son périmètre de données, pour aller vérifier que effectivement il manque pas une analyse, il manque pas une microalbuminérie quelque part. Ça, c'est quelque chose que vous avez le droit de faire. C'est tout à fait dans les objectifs et dans les rôles d'un laboratoire de biologie médicale pour la prise en charge des patients. Je ne me trompe pas, Bruno? Oui. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a le droit de faire. Et de l'autre côté, l'analyse de données pour les médecins, pour analyser le profil de prescription et la cohérence de prescription, je rappelle que dans la norme, enfin au moins dans la loi, pas dans la norme, mais dans la loi, il a été dit que le laboratoire avait un rôle d'accompagnement des médecins à une meilleure prescription. Et au contraire, vous allez enfin pouvoir remplir votre rôle. Voilà. Vas-y, passe sur l'outil, Jean-Philippe. Je pense qu'après... Ok, donc je vais basculer sur l'environnement d'analyse. Alors je vais partager mon écran en espérant que ça se passe mieux que l'étape précédente. Alors, écran entier, voilà. Hop. Donc voilà, donc nous sommes dans notre environnement d'analyse qui s'appelle Amadea. Donc je vais faire en sorte je vais essayer de mixer la présentation de l'analyse en même temps que la présentation de l'outil. Donc, c'est un environnement pour analyser des données. Donc, la première étape consiste à faire une connexion vers ces données. Et donc là, par exemple, vous voyez par une série de briques fonctionnelles ce sont des briques qui sont intrinsèques à l'outil. Par une série de briques fonctionnelles, je vais me connecter à ces données. Et se connecter aux données, c'est simplement se connecter à un fichier. Et ici, je me connecte à un fichier qui est un dump d'une table de la base de Bio86. Donc, c'est la table d'Osana. Et donc, j'indique le lien vers ce fichier, je clique en sortie, et là, j'ai accès à la totalité de cette table. Et cette table, elle fait 782 millions de lignes. Et 782 millions de lignes, je peux les parcourir. Vous voyez, j'utilise le petit ascenseur à droite de l'écran. Alors, il y a une question. Est-ce qu'il y aurait un problème par hasard? Non, pas du tout. Tu veux que je te la dise, c'est à contrario, avez-vous pu réaliser une étude sur la prescription ou la redondance d'examen sur un autre panel de patients ou de pathologies? On y répondra après. D'accord. Ok. Ok. Donc, je peux parcourir cette table donc à l'aide de petit ascenseur et donc accéder à n'importe quel enregistrement. Et ensuite, une fois que j'ai ma source de données qui est dans mon environnement, eh bien, je vais commencer mon traitement. Et donc là, j'ai à ma disposition une série de briques fonctionnelles qu'on appelle dans notre langage des opérateurs. Alors, vous voyez, j'ai des briques une brique qui s'appelle sélection, une brique qui s'appelle union. Je les prends comme ça et je les glisse dans mon espace de travail. Une autre qui s'appelle créer champ. Et donc, chaque brique remplit une fonction qui est bien déterminée. Et bon, la brique sélection, vous vous doutez, bien sûr, qu'elle va vous permettre de sélectionner des enregistrements. Donc, par exemple, je vais connecter cette brique à ma source. Voilà. Et maintenant, cette brique, je vais la paramétrer. J'ai une fenêtre de propriété ici, où je vais indiquer précisément ce que je souhaite faire avec cette brique de sélection. Donc, ici, je rentre et ça m'ouvre, je clique et ça m'ouvre un éditeur de fonctions. Et cet éditeur de fonctions, je vais taper une formule qui va faire l'opération que je souhaite. Bien sûr, il y a une sémantique liée à notre environnement. C'est une sémantique qui est très proche de ce qu'on peut trouver sous Excel. Et pour vous aider à choisir la bonne fonction, il y a ici une arborescence regroupée par thématique qui vous indique les fonctions que vous pouvez retrouver dans cette thématique. Donc, par exemple, là, dans les chaînes de caractères, je vois que j'ai une série de fonctions. Et quand je clique sur une fonction, j'ai une petite aide qui apparaît en bas et qui m'indique quelle est la structure de cette fonction et quels sont les arguments que je dois rentrer pour pouvoir l'utiliser. Mais bon, moi là, dans
dans cette première sélection, je vais faire un truc tout simple. Je veux sélectionner les 10 millions, les 10 millionièmes premières lignes. Donc je vais faire simplement i inférieur à 10 millions. OK. Je clique en sortie et instantanément, j'ai mes 10 millions de lignes qui sont créées, qui sont sélectionnées. Ensuite, je peux avoir envie de créer un champ. Donc là, je vais prendre un opérateur de créer champ, je vais le connecter, et puis je veux par exemple créer un nouvel indicateur. Donc, je vais dans la fenêtre de propriété, au niveau de création de champ, je vais indiquer le code de ce nouveau champ, donc ça va être nouvelle ID. L'ID, j'indique son type, bon, ça va être un symbolique, et sa formule, je vais concaténer deux champs qui sont déjà présents dans ma table. Donc par exemple, donc là je vais concaténer, donc je vais dans opération de chaîne de caractères, je cherche la fonction concat, voilà, je double-clique, et maintenant je rentre les champs que je veux concaténer. Et donc par exemple, je vais choisir, allez, Dana index, puis je vais séparer avec un underscore, et Dana Ana ID. OK. Je clique en sortie, et donc là, ça va me créer ce nouvel index. Alors, ça prend quelques secondes, puisqu'il y a quand même 10 millions. Alors, ça prend plus de temps que prévu. Hop. Alors, juste pour information, pendant ce calcul, je vous donne quelques renseignements sur l'environnement sur lequel je fais ça. En fait, c'est un ordinateur de bureau qui a un Core i7 de 4e génération. Donc aujourd'hui, on est à la 11e génération et je dispose de 16 Go de mémoire vive et d'accès disque dur. Voilà. Un accès disque dur, ce sont des SSD. Voilà. Donc en fait, oui, ça a pris du temps puisque j'avais inséré une nouvelle instance de la base ici, et donc il a fallu faire une sélection d'abord et écrire un fichier temporaire pour créer ces 10 millions de lignes. Et donc ces 10 millions de lignes, maintenant qu'elles sont créées, ben voilà, elles sont ici dans ma nouvelle colonne. Et puis derrière, je peux avoir envie de faire un autre calcul. Par exemple, je veux savoir combien j'ai d'identifiants différents d'Anados ID. Donc derrière, je prends un autre type d'opérateur, je prends un opérateur d'agrégation, et je dis juste simplement, tu vas agréger l'information sur le champ d'Anados ID. Je clique en sortie. Voilà. Et donc, je sais que j'ai 285 150 enregistrements, donc 285 150 d'Anados ID différents. Donc, le nombre d'enregistrements se voit en bas de la table, à côté de la petite loupe. Voilà. Donc là, c'est pour vous montrer vraiment le principe de base de l'utilisation de notre environnement. Maintenant, je vais revenir à l'analyse. Et donc, l'analyse, en fait, se déroule en 3 grandes étapes. Tout d'abord, une étape d'agrégation des informations, puis une étape de nettoyage et de filtrage, puis une étape d'analyse. Donc, on va rentrer dans l'étape d'agrégation. Et ici, on voit donc la connexion aux 3 bases qui ont permis de réaliser cette étape. Tout d'abord, la table de code des analyses réalisée dans chaque dossier patient. Donc c'est la table à 782 millions d'enregistrements, que je vais croiser dans une première étape avec la table de codification des analyses, donc à 15 000 enregistrements, pour arriver à identifier tous les enregistrements relatifs à une glycémie ou HbA1c. Et donc au final, j'obtiens un peu de 6 millions d'enregistrements. Ces 6 millions d'enregistrements, je vais les croiser avec la table des dossiers anonymisés, qui contient plus de 18 millions d'enregistrements,
et récupérer les enregistrements, les identifiants courants des dossiers patients. Et une fois que j'ai récupéré ces identifiants de dossiers courants, je recroise avec ma table d'Osana pour arriver à une table finale qui fait 185 millions d'enregistrements. Et donc là, c'est ma table de travail, c'est cette matière que je vais travailler, c'est mon data lake. Alors moi, j'insiste sur cette notion, hein, c'est un data lake, c'est-à-dire que vraiment, vous avez toutes les données dont vous avez besoin et vous pouvez vraiment dénormaliser complètement votre... En fait, c'est vraiment ça que moi, je trouve exceptionnel et qui m'a fait tilt dans la technologie d'eSoft. C'est que contrairement à des modèles de BI où vous êtes obligé de créer vos cubes, là, vous avez le moyen de tout dénormaliser pour avoir toutes vos données dans une seule table, alors avec des limites bien entendu, mais dans une seule table, ce qui vous permet effectivement, parce que le nombre de colonnes et le nombre de lignes, il y a peu de limites aujourd'hui par rapport à ce que j'ai pu utiliser. Et donc, vous arrivez vraiment à avoir le concept du data lake. Au début, on parlait d'un data lake, je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Et là, j'ai compris ce que voulait dire un data lake. Voilà. Ok. On va voir un petit peu maintenant rapidement l'étape de nettoyage et de filtrage. Donc, je vais rentrer dans cette étape. Et donc, vous voyez, je vais utiliser la table que j'ai créée précédemment au moment de l'agrégation de l'information, et je vais à nouveau croiser cette table de 185 millions de lignes, je vais la croiser avec la table de codification des analyses et la table de résultats des analyses. Et là, cette table donc, qui est assez massive, qui fait aussi presque 550 millions d'enregistrements. Donc, je vais créer deux flux. Il y en a un qui va me permettre et on arrive à se balader avec l'ascenseur dans toute cette volumétrie de manière hyper fluide. Voilà, oui, tout à fait. Tout à fait, effectivement, là, je peux accéder à n'importe quel enregistrement et puis aussi me balader dans les colonnes. Voilà. Donc, je vais croiser l'information de ces trois sources et créer deux flux. Il y a un flux qui va me permettre tout d'abord de sélectionner les patients liés, qui ont un lien avec le diabète. Puis ensuite, sélectionner les médecins qui ont au moins 100 dossiers de patients distincts. Donc ça, c'est le premier flux. Et dans un deuxième flux, là, je vais m'attacher à nettoyer les résultats des analyses qui ont été faites sur chaque patient. Et donc, je fais un traitement successif et je finis par croiser mes deux flux pour ne récupérer à la fin que les analyses recommandées par la HAS et pour des dossiers suivis par des médecins qui ont vu au moins 100 dossiers de patients différents. Voilà. Et donc, j'obtiens cette table de 4 400 000 enregistrements sur 73 champs. Donc là, vous voyez, j'ai quand même une information assez riche, alors qui est parfois lacunaire dans certaines colonnes, mais j'ai le maximum d'informations et je vais pouvoir me poser maintenant toutes les questions que je souhaite. Donc maintenant, on passe à l'étape d'analyse. Voilà. Et donc cette étape d'analyse, je récupère déjà donc la table créée précédemment, donc de 4 300 000 lignes. Et il va y avoir une petite étape encore de préparation où on va commencer à reconstruire les analyses manquantes par médecin. Puis on va aussi calculer, on va mettre en place un certain nombre d'informations et calculer des statistiques globales sur les médecins. Et ensuite, on va avoir deux questions principales. Et on va répondre à la question on va s'intéresser aux prescriptions des médecins, on va vraiment se concentrer dessus et regarder les prescriptions effectives. Et dans une deuxième étape, on va changer de référentiel et plutôt que de se concentrer sur les prescriptions des médecins, on va mettre ces prescriptions en relation avec les recommandations de la HAS et du coup calculer les prescriptions qui sont manquantes. Voilà. Et donc, ces deux étapes me permettent de créer toutes les tables de résultats qui ont généré les graphiques que je vous ai présentés dans le diaporama. Et donc là, pour vous montrer un exemple supplémentaire de l'utilisation d'Amadea,
au tout début de cette démo, je vous ai montré une utilisation des opérateurs dits basiques. Là, on va voir des opérateurs un peu plus évolués. Et je vais utiliser pour ceci donc cette table-là. C'est en fait une table intermédiaire qui fait 2 700 000 lignes à peu près, et 9 champs, et où pour chaque médecin, enfin j'ai une information d'identifiant de médecin, d'identifiant de patient, d'identifiant de dossier patient, les analyses recommandées par la HAS et qui sont dans ce dossier, un comptage pour savoir si elles ont été réalisées ou non, puis après, donc l'appartenance au groupe diabète, la date de réalisation des analyses et l'année, et enfin l'année de réalisation de ces analyses. Et donc à partir de là, en fait, ce que je vais faire, ce que je vous propose, c'est de recréer les tables que je vous ai présentées. Je vais refaire ces 2 tables-là. Donc là, je vais créer la première où en ligne, je vais avoir les années et en colonne les analyses recommandées. Donc, pour faciliter la compréhension à cette première étape, je vais me concentrer sur un patient, et le même que celui que j'ai montré dans le diaporama, et je vais sélectionner le patient donc 3137. Donc je mets une petite règle de décision, TOSPAT ID égale 3731, pardon. Voilà. Et donc, j'ai 132 enregistrements relatifs à ce patient. Et derrière, donc, je vous ai dit, je voulais créer la table avec les années en ligne et les analyses en colonne. Donc, pour ce faire, je vais insérer un opérateur qu'on appelle tableau croisé. Voilà. Et j'indique ici ce que je veux voir en ligne. Donc, je veux voir les années. En colonne, je veux voir les analyses. Et à l'intersection de mes lignes et de mes colonnes, en fait, donc ce que je veux faire, c'est un comptage des analyses qui ont été faites chaque année. Donc pour ça, mon résultat, ça va être un entier, et je vais indiquer la petite formule. Donc là, je suis sur un tableau croisé, et je veux connaître mon information par année. Donc c'est une fonction d'agrégation qui se trouve à ce niveau-là. Et donc je vais utiliser la fonction gpsum, et je vais dire, tu me fais gpsum du champ count. OK. Je clique en sortie, et voilà, je retrouve mon résultat que je vous avais présenté. Donc, pour chacune des années, pour ce patient, je sais combien d'analyses de créatinine, de glycémie, etc. ont été réalisées. Ce que je vais faire en parallèle, derrière, je vais rajouter une colonne qui indique le nombre de médecins qui ont été vus par ce patient. Donc là, je reviens à ma source. Et maintenant, je vais utiliser un opérateur d'agrégation. Et je vais lui dire par année, tu vas me calculer le nombre de patients, le nombre de médecins distincts. Donc là, je vais créer un champ nombre de médecins. Ça va être un entier. Et ici, donc toujours une opération d'agrégation. Et donc, c'est un comptage de médecins distincts. Donc c'est gpcount distinct. L'argument, et l'argument, c'est DOSMED-ID. OK. Voilà. Et j'ai mon calcul ici. Et après, pour ramener cette information sur la première table, je vais rajouter ici un opérateur de créer champ, connecter la sortie de mon opérateur d'agrégation à ma deuxième entrée, indiquer comment je vais croiser, sur quel champ je vais croiser mon information. Donc ici, je vais croiser par année. Et j'indique quel champ je veux insérer. Quel champ de la deuxième table. Et je vais insérer le nombre de médecins. OK. Et voilà. Donc j'ai ici ce champ qui a été rajouté. Donc là, j'ai fait sur un seul patient, mais je vais vous montrer maintenant comment on généralise ça sur la totalité des patients. Donc en fait, je vais faire un copier-coller, voilà. Et ici, je vais enlever ma règle de décision, donc ma sélection de mon patient, OK. Donc, je reviens, j'ai à nouveau la totalité de mes enregistrements,
Et ici, à chacune des étapes, par contre, il va falloir que j'indique un nouveau champ d'agrégation. Et donc, ce champ d'agrégation, je vais le renseigner au niveau des lignes, et en plus de l'année, je vais indiquer d'agréger par DOS.id. Voilà. Je clique en sortie, et là, je vois qu'effectivement, pour chacun de mes patients, et chacune des années, j'ai le nombre d'examens qui ont été réalisés. Et là, on vient de le faire sur 185 000 lignes. Sur 185 000 lignes, voilà. Et en parallèle, bien sûr, je fais le même traitement, c'est-à-dire qu'ici, en plus d'agréger l'information par année, je vais rajouter un champ d'agrégation par DOS.id. Voilà. Je clique simplement en sortie. Et voilà. Et alors ici aussi, pardon, oui. Ici aussi, il faut que j'indique que ma jointure se fait non pas sur un champ maintenant, mais sur 2 champs. Donc en plus de se faire sur année, ça se fait aussi sur DOS.id. Voilà. Et donc, voilà, maintenant... Tu as mis 2 fois DOS.id là. Oui, c'est normal. Ah ouais. C'est normal puisque là j'ai 2 entrées. J'indique le champ à croiser sur ma première table et sur la deuxième table. Autant pour moi, je ne suis pas encore un expert comme toi. C'est pas grave. Voilà. Est-ce que je vais plus loin dans la démo ou bon, je pense que déjà ça permet de voir. Je pense que c'est bon. Voilà, on va prendre les questions finales s'il y a encore des gens qui veulent poser des questions. Il y a une question du coup qu'on n'a pas répondu, que tu voulais répondre après. Ah oui, il y a une série de questions, effectivement. A contrario, avez-vous pu réaliser une étude sur la surprescription ou la redondance d'examen sur un autre panel de patients ou de pathologies? Alors, sur les autres pathologies, on a essayé de... J'essaye de répondre à la réponse. On avait fait le HIV, donc sur le HIV, on avait pu effectivement faire des choses. Maintenant, comme en fait, dans notre démarche, la dernière étape, c'était d'avoir un espèce de scoring du médecin pour pouvoir, parce que effectivement, l'approche qu'on avait, c'était de dire, on veut des données pour pouvoir aller cibler des formations auprès de médecins. Voilà. Et donc, le problème du HIV, c'est que très rapidement, on est retombé sur 1 voire 2 médecins spécialistes à Poitiers du HIV. Donc, on avait très peu, finalement, on avait très peu de scoring de médecins différents. Et donc, c'était pas quelque chose d'extrêmement intéressant et un peu moins confidentiel pour le coup, parce qu'on avait vraiment nominativement avoir présenté quelque chose sur un médecin en particulier, ce qui était plutôt gênant. Voilà. Maintenant, ça, effectivement, il y avait de la sous-prescription aussi sur la HIV, sur certaines choses, en particulier sur la vitamine D qui peut être assez intéressante. Par contre, c'était pas forcément une recommandation HS, la vitamine D. Ensuite, sur la surprescription, on n'est pas allé trop sur la surprescription. Alors, on avait essayé autre chose. On avait essayé un peu la bactério. Mais là, effectivement, on s'est heurté typiquement à 2 problèmes, qui est que sur la bactério, Bruno en parlait, il faut une continuité, il faut une codification. Et typiquement, le laboratoire, en plein milieu, entre 2 années, avait commencé à renommer ses bactéries. Et donc, on avait très peu de continuité en fait dans les données. C'était assez compliqué et c'est pour ça qu'il faut avoir de la codification, qu'il faut vraiment faire des choses. Il y avait un gros travail. Enfin, je me souviens que Jean-Philippe il a quand même passé du temps à essayer de faire des choses pour faire matcher les bactéries entre elles, et faire une table de correspondance entre l'ancienne nomination et la nouvelle nomination. Mais malgré ça, même si on était arrivé à avoir une continuité, in fine, sur un périmètre comme celui d'une région, il y avait les grosses bactéries qui étaient intéressantes, mais on n'arrivait pas à tirer des bonnes conclusions sur des bactéries qui étaient beaucoup moins fréquentes. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'en fonction des analyses que l'on veut faire, plus le périmètre de données est gros, plus vous êtes un groupe de laboratoires et non plus une seule SEL, même de 15 sites, plus vous allez avoir de matière et de réelles plus-values et de conclusions que vous allez pouvoir tirer de vos données
contrairement à des petits périmètres de données qui sont par exemple seulement sur une région qui est pour certaines pathologies rares pas suffisante. Voilà. Après la surprescription, forcément il y en a, il peut y en avoir. Comme ça, je pense que la sous-prescription est plus importante que la surprescription, mine de rien. Et que la surprescription, elle est surtout, alors pour le coup, elle est surtout interlaboratoire et pas dans un même laboratoire. Je pense qu'en général, dans un même laboratoire, la surprescription est quand même petit à petit gérée par les biologistes. Voilà. Mais on n'a pas fait ce travail-là, on aurait pu le faire, il n'y a pas de problème, mais on ne l'a pas fait. Alors, juste, on a quand même trouvé quelques exemples de patients qui avaient vu plusieurs généralistes différents la même année et qui s'étaient fait prescrire le même examen par ces différents généralistes. Et on arrive à plus d'un examen par mois, quoi, voire 2, 3 examens par mois. Donc, il y a quelque chose. Mais c'est effectivement des événements qui étaient assez ponctuels, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? A priori, non. Est-ce que vous pouvez nous mettre si ça vous avait intéressé, si vous avez trouvé ça intéressant ou non? Alors, j'ai l'impression qu'on a gardé quand même pas mal de monde tout du long, ce qui est quand même un premier indice comme quoi ça a intéressé les gens qui étaient présents. Bien. Bon, on va clôturer la session alors. Voilà, cette vidéo sera disponible en ligne. Donc, En replay. En replay, voilà. Ah, la conférence de machine learning va porter sur quel sujet au juste? Ça sera toujours sur la question du diabète, mais là c'est justement avec, on va dire avec un jeu de données où les examens sont complets, où il y a aussi un interrogatoire lié à la pathologie du diabète, et avec toutes ces informations, on va montrer une stratification des patients diabétiques et la possibilité d'identifier, de détecter des événements précoces et donc de cibler certains patients vers lesquels il y a peut-être un peu plus d'attention à porter, quoi. Alors je tiens à préciser que le machine learning, les études machine learning, ce sont des aides décisionnelles. Et voilà, ça peut être des fois présenté comme quelque chose d'un peu magique et d'absolu. Moi, je tiens à préciser que pour nous, c'est avant tout une aide décisionnelle et que la décision finale appartient toujours aux praticiens. Voilà. Bon, Bruno a répondu à notre question. Donc, merci pour les retours. Bon. Écoutez, je vous propose de clôturer cet événement. Je vous remercie pour votre participation. Merci Jean-Philippe pour tout le travail qui a été fait pour préparer cet événement. J'en profite. Et merci à Bruno aussi, parce que on a fait l'équipe à 3 et c'était très intéressant. Ouais, et moi, je vous remercie tous les deux pour la qualité des échanges qu'on a à chaque fois qu'on discute ensemble. Je vous remercie. Bonne journée à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.